BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois la gardienne de nos libertés, des libertés publiques. Bonjour Marie-Laure Denis. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est vous qui regardez un petit peu tout, savoir s'il n'y a pas des fake news pour les élections européennes, des problèmes de vidéosurveillance, on en dirait un mot, question de sécurité pour les Jeux Olympiques, question évidemment sur toutes les cyberattaques. Et là, j'ai beaucoup de questions pour vous. Et quoi d'autre encore? Et puis bien sûr, l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut contrôler l'usage de l'intelligence artificielle et surtout avec nos données personnelles, quel rôle peut jouer la CNIL? Vous voyez, j'ai beaucoup de questions. On commence peut-être par les élections européennes, parce que là, on en parle beaucoup, c'est le 9 juin prochain. Il y a beaucoup de tentatives de déstabilisation. En tous les cas, c'est ce que dit le président, le Premier ministre. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, qu'est-ce que vous faites? Voilà, la CNIL se préoccupe notamment de la prospection politique illégale, c'est-à-dire très concrètement les appels intempestifs que vous pouvez recevoir sur vos téléphones ou des SMS à partir de données pour lesquelles vous n'avez pas donné votre consentement, notamment pour qu'elles soient utilisées à des fins de prospection politique. En 2022, pour les élections présidentielles et législatives, on a reçu 3200 signalements, très concrètement. Je pense même que lorsque les données ne sont pas utilisées de façon légale et qu'on ne permet pas à la personne à qui on adresse des messages de prospection politique de s'opposer à la réception de celle-ci, je pense même que c'est contre-productif, et j'ai écrit d'ailleurs à tous les partis politiques, à tous les candidats pour les élections européennes, et nous contrôlons naturellement en temps réel ce qu'il se passe. Mais est-ce que vous observez déjà des tentatives de déstabilisation ou pas ? Alors, c'est davantage l'ANSSI et, oui, bien sûr. Et Viginum, qui est un service à part entière de l'État, qui se préoccupe des ingérences étrangères également. Ça participe effectivement, comme vous l'avez dit, d'un climat qui peut être un climat de déstabilisation des élections. On l'avait vu il y a quelques années, notamment avec l'affaire Cambridge Analytica, des données compromises d'utilisateurs de Facebook, de 87 millions d'utilisateurs de Facebook, qui avaient été utilisées pour influencer les élections américaines et le Brexit. On va revenir dans le détail, mais juste quand même plus que par curiosité, par intérêt. Quelle est l'application, le réseau social qui est le plus, à vos yeux, qui est le plus dangereux par rapport à nos données personnelles? Facebook ? Je ne me permettrai pas d'identifier ou de pointer du doigt un réseau plutôt qu'un autre. En tout cas, je constate que depuis la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données, ce règlement européen qui protège nos données depuis 5 ans, je constate que ce qu'on appelle les GAFAM, en quelque sorte, viennent voir les autorités de protection des données, parce que en gros, il y a quand même une réglementation qui s'applique, qui protège nos données dans 27 pays de l'Union, et ça a pu faire modifier les pratiques des GAFAM. Nous, on l'a fait sur les cookies, par exemple, les traceurs publicitaires, pour pouvoir les refuser dès le premier écran et pas être obligé de les accepter, aller au 3e écran et passer 5 minutes pour les refuser à chaque fois. Ça devient très compliqué, parce qu'à chaque fois, il faut nous a dire pris 2 ans. Non, machin, ça. Oui, mais nous, en tant qu'utilisateurs, on finit presque par regretter le système d'avant. Hein. Si je peux me permettre, il y a un petit continuer sans accepter maintenant, en général, devant chaque premier écran lors de votre navigation Internet, qui permet quand même de refuser. Et ça vous donne de la transparence quand même sur l'utilisation des données et des moyens de contrôle. C'est ça le travail de la CNIL, par exemple. Alors, autre travail de la CNIL, autre actualité très forte, évidemment, les Jeux Olympiques, avec cette question sur est-ce qu'on peut combiner liberté et sécurité. Ça, c'est votre job, Marie-Laure Denis. Il y a la question des vidéosurveillances avec les reconnaissances faciales. La vidéosurveillance, vous êtes pour. La reconnaissance faciale, vous êtes contre, sauf à un moment pour les Jeux Olympiques. Mais par exemple, il y a la ville de Nice qui veut exploiter ça à fond. Et puis vous lui dites, ah non, stop, c'est pas possible. Alors expliquez-nous quelle est votre ligne de crête entre sécurité donc et liberté. C'est tout, vous l'avez très bien dit, c'est tout le travail d'équilibriste en quelque sorte de la CNIL, d'essayer de concilier des objectifs qui sont tous les deux légitimes. La sécurité publique d'un côté, et chacun comprend que pour un événement aussi exceptionnel que les Jeux Olympiques, il y ait des mesures exceptionnelles qui puissent être prises. Et en même temps, dans l'espace public, s'exercent des libertés publiques, le droit de manifestation, le droit de culte, quand on va dans un lieu de culte,
rentrer dans un parti politique, etc. Tout ça, ça peut se voir avec des caméras de vidéosurveillance. Donc il faut trouver le bon équilibre. Je voudrais déjà préciser que c'est pas la CNIL qui fixe les règles. C'est vraiment le législateur, en l'espèce pour les Jeux Olympiques, en reprenant les préconisations qu'avait faites la CNIL et que le gouvernement a reprises également. Le législateur, qui a beaucoup auditionné la CNIL sur ces sujets, a décidé, pour la première fois en France, d'utiliser des caméras dites augmentées. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de la reconnaissance faciale, il ne s'agit pas d'identifier une personne, mais il s'agit de détecter 8 cas d'usage pour aider les forces de l'ordre à prendre une décision. Ça pourrait conduire à la reconnaissance faciale. Alors très clairement, une des garanties apportées dans le cadre de cette expérimentation, c'est qu'il n'y ait pas de reconnaissance faciale. C'est le législateur qui l'a décidé, et le gouvernement quand même d'avoir cette reconnaissance faciale. Je pense qu'il faut être très... Surtout avec toutes les menaces qui pèsent. Là, ce soir, il y a le match PSG-Barça. Le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin lui-même, a dit qu'il y avait des questions de sécurité. Donc on se dit que ça serait quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus sûr pour tout le monde. D'abord, là, c'est une expérimentation, ce qui passe avec les caméras augmentées. C'est déjà donc de l'intelligence artificielle embarquée sur les caméras pour aider les forces de l'ordre à prendre des décisions. Faisons déjà l'évaluation de cette expérimentation. C'est pas neutre d'utiliser de la reconnaissance faciale parce qu'il y a des biais en plus. C'est-à-dire qu'on peut vous arrêter parce que on vous a confondu avec quelqu'un d'autre. Ce sont des systèmes probabilistes, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais qui génèrent beaucoup de biais en fonction de la façon dont ils ont été entraînés. Donc, d'ailleurs, je constate que c'est le législateur, je le répète, et pas la CNIL, qui ne souhaite pas utiliser de la reconnaissance faciale. Mais en même temps, est-ce que vous ne trouvez pas, vous, justement, que cette combinaison sécurité-liberté, il faut peut-être le rééquilibrer un peu? C'est-à-dire que vraiment la protection de données personnelles, mais en même temps, il y a des grands risques de sécurité qui, je dirais, n'étaient pas aussi forts ces dernières années. Écoutez, ni le gouvernement ni le Parlement, qui ont souhaité quand même, ce qui est déjà un premier pas inédit jusqu'à présent, d'utiliser de l'intelligence artificielle pour détecter des comportements suspects, et ce qui aide les forces de l'ordre, parce qu'il n'y a plus de limite humaine, il n'y a plus de la limite de l'œil humain pour la caméra. Si vous êtes devant 500 caméras, c'est difficile de tout contrôler. Avec de l'intelligence artificielle et les caméras augmentées, c'est la machine qui va vous dire regardez ici, faites ceci, envoyez une patrouille, etc. C'est formidable, j'ai envie de dire. Donc, et ça peut être très utile, mais il faut l'évaluer, parce que si vous sortez un parapluie et qu'on considère que c'est une arme parce qu'il y a eu un biais, c'est pas nécessairement formidable. Donc tout ça se teste. Il y a combien de caméras comme ça? C'est juste, je sais pas si vous avez J'ai pas le nombre exact. Je sais que ça ne dépend pas de vous. C'est juste au cas où on vous arrête de donner le chiffre. Toutes les cyberattaques, là, ça terrifie un peu les Français, parce qu'on les a vus sur France Travail, pour Pôle emploi, on a vu sur les hôpitaux aussi, on a vu sur plein de domaines qui nous concernent, nous, sur des mutuelles, sur des entreprises. Est-ce que vous avez cette augmentation des cyberattaques? J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pourquoi vous les empêchez pas? Comment peut-on se protéger, vous voyez? Alors, les cyberattaques ont augmenté de 30% l'année dernière. Elles ciblent majoritairement les PME et les TPE pour 35%, donc un gros tiers, les collectivités locales pour un quart d'entre elles, et les hôpitaux, vous en parliez, les établissements de santé d'une façon générale pour 10%, avec une forte augmentation, avec le risque de la perturbation de la continuité des soins, indépendamment de la dissémination de données très sensibles, personnelles, etc. Donc c'est un vrai fléau. La CNIL, qui n'agit pas toute seule sur ces sujets, parce qu'il y a aussi l'agence des sécurités des systèmes d'information, le groupement cybermalveillance.groupe.fr dont nous faisons partie. La CNIL, elle agit de plusieurs façons. D'abord en sensibilisant les particuliers, parce que la CNIL est perçue comme étant le gendarme de la protection des données, mais elle fait beaucoup d'accompagnement. Donc très concrètement, on sensibilise les individus. Par exemple, vous allez sur le site de la CNIL, vous avez un générateur de mots de passe. Je peux vous dire comment doit être un mot de passe robuste, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. On sensibilise les professionnels. On vient d'actualiser notre guide annuel. Il y a 25 fiches, 60 pages pour tous les professionnels pour, par exemple, tracer ce qu'on appelle la journalisation, l'accès au système d'information. C'est un exemple parmi d'autres. On contrôle. Les 2/3 de nos sanctions comportent des manquements à la sécurité des données, parce que c'est un peu ça, la protection des données. On sensibilise, il y a de la responsabilisation et on peut sanctionner. On a par exemple il y a 2 ans prononcé une amende d'1,5 million d'euros contre une société qui édite des logiciels pour des laboratoires médicaux et avec des défaillances qui ont conduit à mettre dans la nature des données de santé de 500 000 personnes. Et au niveau européen, parce qu'il y a des CNIL européennes par exemple, la CNIL... Oui, mais
Comment faites-vous, j'ai envie de dire, parce que là, vous êtes absolument sur tous les fronts. La CNIL, c'est combien de personnes, la CNIL? Mais la CNIL, c'est presque 300 agents, un collège de 18 membres. Donc, on a du pain sur la planche. On est derrière tous les ballons. Vous utilisez l'intelligence artificielle, vous, à la CNIL? On y pense, on y pense. Non, pas encore. Pas encore, pour différentes raisons. D'abord, si on l'utilise, on veut le faire d'une façon vertueuse, en tout cas en protégeant les données. Ensuite, parce que ça a un coût aussi pour une administration que nous sommes. Ça n'est pas neutre, mais ça pourrait être utile, par exemple. Ça rentre en ligne de compte pour vous? C'est fou, oui, c'est incroyable que la Commission nationale de l'informatique et de liberté n'utilise pas l'intelligence artificielle, parce qu'elle a des problèmes de coût. Je sais bien qu'il y a un problème de finances publiques. Pour l'instant, on en est à la réflexion. Alors, soit dit, la CNIL, elle connaît l'intelligence artificielle depuis. Par rapport, je sais pas, non. Non, on n'est pas en retard. D'abord, les algorithmes, c'est des sujets sur lesquels se penche la CNIL depuis très longtemps. Ouais. Quand la CNIL avait mis en demeure APB, qui n'avait pas des algorithmes suffisamment transparents et qui conduisaient à faire du tirage au sort sur l'affectation dans des filières sur l'enseignement supérieur, c'est la CNIL qui, d'une certaine façon, en 2017 déjà, a conduit à l'adoption de Parcoursup. Et la CNIL, très concrètement, sur l'intelligence artificielle, elle ne souhaite pas du tout freiner l'innovation, elle souhaite l'accompagner, mais avec des garanties. On vient de publier des fiches pour les développeurs de systèmes d'IA lundi, avec des indications pratiques, et on accompagne des acteurs très concrètement. Tiens, vous parliez de Parcoursup, ça vient de se terminer. Là, vous avez eu des plaintes, justement, là, ou pas? Pas à ma connaissance, mais peut-être. Peut-être. Mais on reçoit 16 000 plaintes par an, c'est 2 fois plus qu'avant le RGPD, et pour la 2e année consécutive, on en traite plus qu'on en reçoit. Donc parce que chaque plainte, c'est un droit, et on essaye de répondre, et dans une logique là aussi d'accompagnement, parce qu'il n'y a pas 16 000 sanctions non plus, même si en l'espace de 5 ans, la CNIL a prononcé presque 600 millions d'euros de sanctions. Les 600 millions, ils vont où? Ils vont dans le budget de l'État. Ah oui. Nous ne sommes pas intéressés. Vous pourriez, ça vous ferait un budget supplémentaire. Alors là, vous avez défini, votre plan stratégique, en fait, les applications mobiles sont au cœur de ce. C'est vraiment ce que vous avez mis en tête de gondole, pardonnez-moi cette expression, mais c'est vraiment ça, au cœur de votre programme stratégique. Parce que avec les applis, en fait, on est tracé absolument partout. Donc à nos données personnelles, on a beau cliquer sur tout ce que vous voulez, elles les ont. Tout à fait, et on n'en a pas nécessairement conscience, c'est ça qui est important. Le téléphone, c'est le premier vecteur d'accès au numérique maintenant des Français. En l'espace de 4 ans, il y a 4 fois plus d'applications mobiles qui ont été téléchargées, et vous avez toute votre vie dans votre téléphone avec les applications mobiles, avec des données extrêmement sensibles, vos contacts, de la géolocalisation, des photos, des vidéos. Donc très concrètement, ce que nous voulons... Et les moyens de paiement. Et de plus en plus de moyens de paiement, effectivement. Donc ce que veut faire la CNIL, comme nous l'avons fait sur les cookies, sans prendre l'écosystème, comme on dirait, par surprise, c'est publier d'ici quelques mois une recommandation pour dire quelles sont les bonnes pratiques que nous voulons voir advenir. Ça sera un cadre? Oui, ça sera un cadre, comme c'était le cas pour les cookies. Ça sera un cadre? Non, pas législatif, c'est vraiment l'autorité de régulation qui interprète le droit de la protection des données et qui dit, nous vous suggérons de faire comme ci, comme ça, comme on l'a fait sur les cookies, c'est-à-dire du droit, ce qu'on appelle du droit souple. Tout ça fait après beaucoup de concertations et une consultation publique sur le sujet, vraisemblablement, sauf exception, s'il y a des plaintes, etc., un temps d'adaptation pour les acteurs, et puis après, des campagnes massives de contrôle de la CNIL. Concrètement la recommandation d'ici quelques mois, et après, avec peut-être éventuellement une période d'adaptation, des campagnes de contrôle pour donner plus de transparence et plus de contrôle aux gens sur leurs données. Que les personnes comprennent que leurs données, dès qu'elles vont sur Internet, dès qu'elles cliquent, elles sont exploitées en général, qu'il faut un consentement, il faut savoir à qui elles sont envoyées. Et vous avez des droits sur ces données, un droit d'y accéder, de droit de vous opposer à l'utilisation de ces données. Donc nous essayons de faire beaucoup de pédagogie sur ce sujet. Mais en même temps, vous n'avez pas été attaqué en Conseil d'État parce que justement, vous avez confié vos données à Microsoft et donc on vous avait attaqué devant le Conseil d'État, donc une décision qui a été, que finalement c'est vous qui l'avez emportée. Mais c'est pas un peu l'arroseur arrosé? Non, pas du tout. D'abord, c'est pas nos données. Il se trouve que la CNIL donne des autorisations, délivre des autorisations dans le domaine de la recherche en santé. Et il y a un acteur très important en France qui s'appelle la Plateforme nationale des données de santé, qui est un beau projet d'ailleurs, qui consiste à utiliser de l'intelligence artificielle justement pour faire de la recherche en santé, qui a voulu créer un entrepôt de données de santé, c'est-à-dire une grande base de données de santé pour des années pour faire de la recherche, avec le sujet de l'hébergement, puisque c'est hébergé
chez Microsoft, qui est un acteur américain, avec des lois américaines qui permettent éventuellement aux autorités américaines, même si ces données sont localisées en France, d'avoir accès à ces données. Et la CNIL, qui ne fait pas de l'opportunité, mais délivre des autorisations en droit, donner son verre. Le Conseil d'État n'a pas suspendu cette autorisation parce que la CNIL avait obtenu un certain nombre de garanties dans la balance entre l'intérêt de cette recherche et le fait que les données sont pseudonymisées, c'est-à-dire que ce sont des données de personnes qui ne sont pas directement identifiantes, et on a donné une autorisation que de 3 ans parce qu'on veut voir les données de santé de l'ensemble des Français migrer sur une solution souveraine, et on a obtenu un engagement du gouvernement pour ce faire. Marie-Laure Denis, donc on parlait là des applications mobiles. Il y a eu le site chinois de commerce électronique Temu qui a retiré en France un service qu'il avait mis où en fait les clients pouvaient monnayer leurs propres données personnelles. Ça a eu beaucoup de succès. Mais en même temps, c'était assez contradictoire avec la législation en France, notamment. Est-ce que vous avez reçu des plaintes là-dessus, déjà? Parce que Temu, il a retiré ce service-là. Est-ce que vous avez reçu des plaintes? Alors, on a reçu une plainte, en tout cas. Peut-être davantage depuis, je n'ai pas actualisé exactement le sujet. Peut-être que ce site de vente en ligne chinois a retiré cette offre, entre guillemets, qui consistait à acheter les données à vie de personnes suite à la réaction aussi qu'a eu la CNIL sur le sujet, parce que autant on peut comprendre que c'est une illusion, la gratuité sur Internet, et qu'on paye soit avec ces données si on y consent, soit éventuellement en payant pour obtenir un service, mais à l'inverse, on a des droits qui sont attachés à ces données, comme je l'expliquais, et donc vous ne pouvez pas vous démunir de la possibilité de s'opposer à l'exploitation de ces données, par exemple. Toute dernière question sur l'intelligence artificielle, parce que là, évidemment, nos données peuvent être complètement utilisées. Comment est-ce que vous allez aborder cette question? Vous m'avez dit que vous ne l'utilisiez pas, mais comment vous allez aborder la question d'usage de l'IA? Et puis, est-ce que vous pouvez devenir l'autorité de contrôle de l'intelligence artificielle? Voilà. Alors, le tout en 30 secondes, bien sûr. Alors, en 30 secondes, des bonnes pratiques, après concertation avec le secteur. Donc, on vient de publier des premières indications pour qu'on utilise, parce que l'intelligence artificielle, ça se nourrit de quantités considérables de données, notamment de données personnelles. Donc, de nos données, oui. De nos données. Donc, comment être le plus vertueux pour accompagner, pour protéger ces données, y compris dans le domaine de la sécurité, parce qu'on parlait de la sécurité des données. La deuxième chose, c'est de l'accompagnement, parce qu'on ne veut pas être un régulateur hors sol. Donc, on accompagne concrètement des entreprises françaises. Est-ce que vous allez devenir l'autorité de contrôle? C'est le gouvernement qui Oui, mais enfin, c'est dans les tuyaux, on est d'accord. En tout cas, la CNIL a une légitimité pour être l'autorité de surveillance de marché sur un certain nombre d'usages en matière d'IA, puisque c'est un peu le prisme un peu économique et de sécurité des produits. Ça veut dire oui. Merci beaucoup, Marie-Laure Denis, d'avoir été avec nous.